Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur une thématique particulièrement prégnante parce qu'on en parle peu, on la voit beaucoup, mais on la nomme peu ou mal. Et elle est d'autant plus actuelle, la thématique qu'on va aborder, que ce qui se passe actuellement au sein de l'AP-HP, les cris qui sont lancés, parce que c'est véritablement cela, par tout le personnel soignant des hôpitaux, attestent que le trauma vicariant existe bel et bien. Alors, le trauma vicariant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le docteur Judith Trincart, que je remercie beaucoup pour sa présence. Merci beaucoup Judith. Vous la connaissez pour celles et ceux qui assistent au webinaire depuis près d'un an et demi. Le docteur Judith Trincart est psychiatre, addictologue. Elle est secrétaire au sein de l'association Mémoire traumatique. Tu te présenteras, Judith, un peu plus tard, le temps que nos participants arrivent. Ils sont déjà 56. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Et ce sujet du trauma vicariant, dit trauma compassionnel, des professionnels qui sont exposés au public. Alors, ça peut être toi, Judith, en tant que psychiatre, moi, en tant qu'avocate, mais effectivement, les contextes professionnels qu'on cible aujourd'hui particulièrement sont ceux de nos participants réguliers à nos webinaires, à savoir les assistants sociaux, les RH et les médecins du travail qui ont été au demeurant très éprouvés par la crise du Covid, qui semblerait avoir accentué ce sentiment de trauma indirect, on va dire, qu'est le trauma vicariant. Alors, ce sujet est très prégnant, il est mal nommé comme je l'ai dit, il est peu connu. D'ailleurs, ça fait partie de nombreux commentaires que j'ai eu à lire sur LinkedIn ou sur mon mail en me disant « mais c'est extraordinaire, vous abordez un sujet dont on voulait toujours parler, mais on ne savait pas comment le nommer ». Alors, comme l'a dit Camus, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Alors, on va essayer de participer aujourd'hui avec le docteur Trincart, mais le docteur Trincart, encore plus que moi, a un éclairage très, très net sur toutes les dimensions du trauma vicariant, sa définition, ses contextes, comment il s'articule, comment il se vit et comment est-ce qu'on peut réparer, comment est-ce qu'on peut aider ces assistants sociaux, RH ou médecins du travail confrontés à ce ressenti, mais qui a un impact extrêmement fort et sur leur vie professionnelle et sur leur vie personnelle. Et bien évidemment, au fil de l'intervention du docteur Trincart, je vous donnerai des éléments de droit pour savoir comment effectivement vous pouvez faire valoir ce traumatisme auprès de votre hiérarchie, auprès de vos référents, comment faire pour précisément que ça ne se transforme pas en arrêt maladie à répétition et parfois en licenciement, là aussi mal nommé puisque le trauma vicariant est encore trop peu connu et valorisé donc par notamment les ressources humaines, et ce qui fait qu'on assiste parfois à des malentendus extrêmement profonds et un traumatisme, ce fameux trauma vicariant qui est aggravé du fait d'une rupture avec son monde professionnel et le fait que ça finit souvent soit par des départs, des démissions, ou alors par des licenciements qui sont extrêmement mal vécus, puisque précisément le trauma n'aura pas été reconnu à sa juste mesure ou tout simplement pas reconnu du tout. Voilà pour la vaste introduction qui vous a permis à vous d'arriver tranquillement sur ce webinaire. Vous êtes déjà 90, il est 14h05 et puisque le sujet est vaste, eh ben, on va commencer immédiatement. Alors Judith, je t'invite à te présenter encore une fois pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, donc je te remercie Judith et merci à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire pour venir nous écouter.
C'est courageux parce que c'est vrai que le trauma, c'est pas un sujet très facile. Donc, je suis Judith Trincart, je suis médecin addictologue, psychiatre, médecin légiste et médecin de santé publique. Et je suis également membre du conseil d'administration de l'Amicale Unie, une association qui s'occupe de personnes en situation de prostitution, également secrétaire générale de l'association Mémoire traumatique et victimologie, présidée par la docteure Muriel Salmona, qui étudie et lutte contre toute forme de violence psychologique et physique. Merci beaucoup, Judith. Alors, on va rentrer tout de suite dans la définition du sujet. Quand on parle du trauma vicariant, et particulièrement de celui qui serait vécu, de ce trauma compassionnel, par ce public donc d'assistants sociaux, de RH ou de médecins du travail, on a tendance à le confondre avec ce qu'on nomme communément le burn-out, qui serait causé donc par une augmentation de la charge de travail ou des stresseurs organisationnels. Donc ma question, pour être plus précise, et on attend de toi une définition large, et prends tout ton temps pour nous l'expliciter, le trauma vicariant, est-ce tout simplement une sorte de burn-out vécu par ces professionnels qui accueillent du public? Est-ce que ça n'est que ça? Est-ce que ça n'est que du fait de leur profession ou du fait de ce stresseur organisationnel, mais inhérent à leur fonction, que l'employeur le plus bienveillant ne pourrait pas, dont l'employeur le plus bienveillant ne pourrait pas enlever la charge? Ou alors, est-ce un trauma à la fois objectivable, donc lié à l'organisation, qui pourrait être une sorte de burn-out, et quelque chose de très spécifique, subjectif à ces types de professions. Donc, en résumé, ma question c'est trauma vicariant, burn-out classique ou trauma spécifique qu'il ne faut pas confondre avec cette notion du burn-out. Alors, en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. D'abord, le trauma vicariant, qu'est-ce que ça veut dire en soi-même? Ça veut dire traumatisme par procuration. Vicariant, ça vient du latin, vicarius, et qui veut dire par procuration. Donc, c'est un traumatisme qui est transmis de personne à personne. C'est comme une sorte de traumatisme contagieux, en fait, qui va se transmettre de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et c'est complètement différent du burn-out. Alors, le traumatisme vicariant fait partie des risques psychosociaux, mais ça fait partie des risques psychosociaux encourus par un certain type de professionnels. Ce n'est pas un risque psychosocial qu'on va pouvoir retrouver comme d'autres types de risques psychosociaux qui vont être plus génériques, on va dire, comme le burn-out. Le burn-out peut se retrouver quel que soit le type de professionnel. On peut le retrouver dans tous les types de professions, le burn-out, alors que le trauma vicariant, le trauma qui se transmet comme ça de personne à personne, va se retrouver dans un type de profession bien particulier qui est, on va dire, l'ensemble des professions qui s'occupent du social et de la santé. Pourquoi? Parce que pour être atteint d'un traumatisme vicariant, il faut prendre en charge un type de population, de public bien particulier, qui est une population qui est elle-même en souffrance. Donc, de personnes en souffrance, que ce soit de la souffrance physique, de la souffrance psychologique, des violences sexuelles, des violences de guerre, des gens traumatisés par des accidents de la vie, des accidents physiques. Ce sont tous ces professionnels qui vont être amenés à prendre en charge des personnes qui souffrent. Donc, qui souffrent de traumatismes, physiques, psychologiques, etc. Et les professionnels qui prennent en charge ces personnes qui souffrent, au bout d'un moment, cette souffrance, de quelque nature qu'elle soit, va finir par percer l'armure qu'on a au départ, qui est plus ou moins solide, et va finir par nous attaquer nous-mêmes, parce que quelle que soit notre solidité, notre résistance, la façon dont on se tient pour pouvoir
affronter jour après jour cette marée de souffrance, eh bien, il y a un moment donné, si d'autres facteurs s'adjoignent, qui peuvent être là plus génériques, eh bien, notre armure va se fendiller, elle va se fissurer et on va être atteint par cette souffrance de l'autre qui va nous attaquer, qui va devenir de plus en plus difficile à gérer, de plus en plus difficile à supporter. Et ce traumatisme de l'autre va devenir notre traumatisme. Voilà. Et c'est pourquoi ce sont plus spécifiquement les professions de soignants, de personnes qui prennent en charge la souffrance sociale, la souffrance sanitaire. Ça va être les assistantes sociales, ça va être les aides-soignantes, ça va être les infirmières, ça va être les médecins, ça va être les psychologues, ça va être les pompiers, ça va être les policiers. Ça va être en fait tous ces métiers, voilà, du care, hein, du soin. Je prends soin de l'autre, quelle que soit ma façon de prendre soin de l'autre, de m'occuper de l'autre. Eh bien, toutes ces professions qui vont être exposées à ce traumatisme vicariant. Et donc, c'est différent du burn-out, où le burn-out peut atteindre n'importe quel type de profession qui nous occupe, que ce soit le prendre soin de l'autre ou un agent de tourisme, un banquier, une fleuriste, un technicien de surface, etc. Quelle que soit la profession, il y a un moment donné, on fait un burn-out qui est en fait un craquage. On n'en peut plus, hein, on est débordé. Que ce soit par surcharge de travail, parce que il y a un fort absentéisme là où on travaille, parce que on a un manager avec lequel on a des difficultés, parce que il y a des dysfonctions ou des carences dans la structure de l'entreprise. Un burn-out qui va être causé par plusieurs, il va être multifactoriel, mais c'est pas spécifiquement un métier du care et ça peut arriver quel que soit le type de profession et quel que soit le type de structure dans laquelle on exerce. Merci beaucoup, Judith. Alors, souvent, quand on veut donner, comment dire, une vision un peu synthétique de ce trauma vicariant, on dit, et tu me diras si tu es d'accord avec cette définition, que c'est un trauma par identification. C'est-à-dire que c'est un trauma secondaire. Alors, c'est un trauma par identification dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, quand on travaille dans les métiers du soin, que j'appelle du soin de manière générique, hein, de là où on prend soin de l'autre, que ce soit du social, du médical, du médico-social. J'ai pas cité les éducateurs aussi, hein, voilà. Parce que tu parlais de la crise à la PHP, mais c'est une crise, on va dire, à l'hôpital de manière générale, et puis une crise des métiers du social aussi, hein, on les entend, hein, les éducateurs, les assistants sociaux, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, la non-revalorisation des métiers, la non-reconnaissance de tout ce qui a été fait, etc. Avec le Covid qui a précipité cette crise, mais qui se faisait déjà auparavant. Et on voit que tous les métiers du soin et du social souffrent énormément. Et tu me posais la question, il est défini, le traumatisme est défini, tu me disais, Comme un trauma par identification et un trauma qu'on minimise aussi en disant, puisqu'il est par identification, puisque ce n'est pas un trauma premier, alors il est dit trauma par identification parce que trauma secondaire. Voilà. Alors, en fait, effectivement, c'est par identification parce que à force de prendre en charge un public qui est en souffrance, et ce, de manière récurrente et réitérée, c'est vrai que on prend en charge la première personne de la journée, puis la deuxième personne de la journée, puis la troisième, et il y a des histoires qui nous touchent plus ou moins, qui nous atteignent plus ou moins, des histoires. J'ai de très nombreux collègues qui voient des histoires absolument terrifiantes ou spectaculaires avec des choses très dramatiques, très profondes, etc. Et toute cette souffrance que nous renvoie l'autre, si en plus à chaque personne qui se présente, on avait les moyens de soulager cette souffrance, de la prendre en charge, on pourrait avoir un degré de satisfaction qui nous permettrait de continuer à mieux prendre en charge, donc à pouvoir éloigner ces difficultés. Mais dans beaucoup de situations, un certain nombre de professionnels renvoient qu'en plus,
souvent, on se sent impuissant parce qu'on n'a pas forcément les moyens financiers, les moyens économiques, les moyens techniques, les moyens concrets de pouvoir répondre à la souffrance qui nous est envoyée. Et ça génère des situations de frustration, ça augmente la difficulté et donc ça va augmenter effectivement la souffrance générée et l'identification aux situations qui sont rencontrées. Mais c'est vrai que comme ce n'est pas de la souffrance directe, parce que ça n'est pas une souffrance qui nous est infligée directement, effectivement, c'est qualifié de traumatisme secondaire et donc comment dire, de situation bénigne par rapport à un traumatisme primaire. Très bien, Judith. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, notamment sur un terme qui est très important, c'est celui de l'impuissance. C'est-à-dire que le trauma vicariant est lié pas simplement au contexte terrible, malheureux, touchant auquel le professionnel peut être exposé à travers l'histoire de l'autre, mais aussi à sa difficulté, tu l'as très bien exposé, à ne pas pouvoir à ne pas savoir ni avoir les moyens de dénouer cette situation. On le voit bien à la PHP, les soignants veulent soigner. Ce qu'ils disent, c'est que on est trop peu et on n'a pas les moyens. Alors, ce que j'aimerais aborder avec toi de manière assez structurée, Judith, c'est d'abord aborder les facteurs liés au travail, ce qu'on appelle les stresseurs organisationnels, et les facteurs liés à l'intervenant lui-même. Et après, on décorrélera un peu les spécificités d'un assistant social, d'un RH, d'un médecin du travail, en quoi la fonction et peut-être aussi la trajectoire personnelle de la personne peut faire en sorte de démultiplier, en tout cas de renforcer ce trauma vicariant qui est là, qui est tout le temps en latence dans ce type de métier. Alors, commençons par les facteurs liés au travail. Le premier facteur qui est identifié, qui concerne les caractéristiques, on va dire, du trauma vicariant, c'est les conditions de travail, la surcharge de travail, les horaires décalés ou brisés, l'isolement professionnel, le fait que de nombreux professionnels qui souffrent du trauma vicariant sont un peu parfois des lanceurs d'alerte et ils parlent, ils crient, on va dire, un peu dans le vide, le manque de formation, le sentiment de n'avoir aucun pouvoir, un climat de travail parfois compliqué face à des personnes qui peuvent être violents verbalement, parfois physiquement. On a ce cas-là, c'est pas rare. Des personnes qu'on accompagne qui sont souffrants et réfractaires à l'accompagnement, ça c'est souvent une plainte des assistants sociaux qui se débattent. Combien moi je vois des gens parce qu'il y a une grande ambivalence dans l'accompagnement, que ce soit celui de l'avocat ou de l'assistant social. On accompagne les gens, mais est-ce que les gens sont prêts à être accompagnés? Est-ce qu'ils vont suivre nos conseils? Ils sont toujours, surtout, tout ce qui concerne les conflits familiaux, c'est difficile. Donc là, j'ai fait un peu une sorte de collier de perles complexe de tous ces facteurs liés au travail, des facteurs organisationnels. Est-ce que tu pourrais en extraire quelques-uns, Judith, qui te parlent dans ce que je viens de dire? Est-ce que on peut dire que le trauma vicariant lié à des facteurs organisationnels, c'est quelque chose, comme j'ai dit en introduction, de purement inhérent, factuel, objectivable à la profession de la personne? Par exemple, on sait que dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de personnel. On sait que dans certaines structures, le service social est en sous-effectif, donc on prend beaucoup plus de dossiers et donc c'est plus difficile. Ou alors, est-ce que c'est vraiment, ou est-ce que c'est plus encore le trauma vicariant, le fait d'être exposé à la souffrance des personnes qu'on accompagne et au fait que de toute façon, les résultats probants sont parfois pas toujours là à l'arrivée et qu'il faut dealer en quelque sorte avec ce sentiment d'impuissance. Alors, en fait, les stresseurs organisationnels que tu viens de décrire, c'est autant d'éléments qui vont aggraver le traumatisme vicariant, mais ça ne fait pas partie du traumatisme vicariant en lui-même. Le traumatisme vicariant, c'est vraiment le fait d'être exposé à la souffrance de l'autre et en fait d'être impacté par cette souffrance au point qu'on souffre de cette souffrance.
on devient souffrant de la souffrance de l'autre. Voilà, et c'est pour ça que je disais que c'est un des risques psychosociaux qui touche particulièrement cette tranche de professionnels qui sont exposés à un public de personnes en souffrance. Voilà. Ou, par exemple, hein, je prends par exemple un ou une éducatrice qui va travailler au contact avec des demandeurs d'asile, des demandeurs et des demandeuses d'asile. Et donc, à répétition, toute la journée, elle va ou il va prendre en charge des personnes qui ont vécu des parcours de migration, qui ont été persécutés dans leur pays, qui ont été torturés, qui ont été violés, des personnes qui ont été excisées, des personnes qui ont été mariées de force, des personnes qui ont vécu des viols et des violences sexuelles sur leur parcours migratoire, qui ont parfois été victimes de traite des êtres humains, etc. Donc des personnes avec tout un parcours de violence extrême et d'histoires tragiques et atroces à entendre. Et ce professionnel ou cette professionnelle vont entendre à longueur d'année, 10 fois par jour, des histoires absolument atroces face auxquelles elles vont être obligées de répondre de manière adaptée et appropriée en proposant des solutions, en sachant que derrière, parmi les solutions qu'elles vont proposer, beaucoup vont être des palliatifs qui ne vont pas répondre de manière adéquate et appropriée, ce qui ne sera pas de leur faute, parce que quand vous appelez 30 fois par jour le 115 pour trouver de l'hébergement pour des personnes qui sont à la rue, des mères de famille avec des petits-enfants, etc. Enfin, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent là doivent connaître ces situations. Au bout de la journée, quand vous avez reçu 12 ou 14 personnes avec ces situations tragiques, que vous avez entendu des histoires absolument terrifiantes de personnes dans une souffrance insupportable, pareil quand vous prenez en charge des personnes précaires, SDF, quand vous prenez en charge des femmes victimes de violences conjugales, enfin voilà, quand vous prenez en charge toutes ces personnes avec cette souffrance, cette montagne de souffrance qui se déverse dans vos oreilles, vous avez appris à être professionnel, vous avez appris à mettre de la distance entre les personnes et vous, etc. Mais à moins d'être complètement blindé, et le blindage n'est pas une chose à recommander, parce que quand vous êtes blindé, ça veut dire que vous avez pris tellement de distance que ça ne vous touche plus, effectivement, ça ne vous atteint plus, mais vous n'avez plus non plus d'empathie et de compassion. Et justement, la bonne distance à mettre entre les gens et vous, c'est d'arriver à éprouver encore de l'empathie et de la compassion, mais de manière à ce que l'histoire des personnes ne vous touche plus non plus et ne vous effracte plus au point que la nuit, vous n'arrivez plus à dormir, vous faites des cauchemars, etc. Et le traumatisme vicariant, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes malade de la souffrance de l'autre et que soit vous n'arrivez plus à éprouver d'empathie, de compassion, et c'est ce qu'on appelle aussi usure de compassion, le traumatisme vicariant, c'est-à-dire qu'en fait, vous devenez tellement touché par cette souffrance que vous n'êtes plus en mesure d'être compassionnel ou empathique et vous êtes en usure de compassion. Vous n'arrivez plus, vous êtes inopérant, inefficace, parce que vous aussi, vous commencez à tellement souffrir que vous n'êtes plus en mesure de, voilà, par cette souffrance. Ou alors, On t'entend plus, Judith. Pardon. Non. Et là, vous m'entendez? Parfait. Ou alors, vous êtes tellement touché par la souffrance de l'autre que vous êtes au contraire ultra compassionnel et ultra empathique, mais vous vous mettez à pleurer pour un rien, vous êtes complètement déprimé, vous devenez, vous vous mettez dans la motivation, à L apostrophe A motivation, parce que vous êtes tellement touché par la souffrance de l'autre que vous versez au contraire dans l'autre extrême. Et on peut évaluer ce traumatisme vicariant avec ce qu'on appelle le TUC. C'est pas le petit biscuit apéritif, hein. C'est le test d'usure de compassion. Donc pour ceux que ça intéresse, tu pourras le joindre avec les documents que tu donnes en Avec charge. plaisir. Voilà. Ce test d'usure de compassion, c'est un test tout simple à réaliser avec un certain nombre de questions. Vous vous auto-évaluez en fait, et ça permet de mesurer à quel point, à quel stade vous en êtes de votre usure de compassion, et si vous êtes vraiment déjà touché par le trauma vicariant ou si vous êtes encore opérationnel face à la souffrance à laquelle vous êtes exposé.
Merci beaucoup, Judith. Alors, je rappelle que dans l'onglet Files ou Documents, si vous l'avez en français, vous avez des documents très intéressants à télécharger sur le concept, la manière dont s'incarne le trauma vicariant, comment on peut y remédier, les solutions qu'on peut trouver en interne ou soi-même avec soi-même. Et n'hésitez pas à les télécharger. Donc, là, on a abordé tout ce qui est… Et je voulais vous dire aussi, pardon, c'est très important, c'est que vous êtes 112 à nous écouter. N'hésitez pas, ces webinaires se veulent interactifs. N'hésitez pas à intervenir dans le chat, à nous faire part de vos expériences, parfois traumatiques ou moins traumatiques, mais les expériences qui vous bouleversent et pour lesquelles vous n'avez pas eu le retour que peut-être vous auriez souhaité de votre hiérarchie, ou vous posez des questions, que ce soit sur la prise en charge juridique ou judiciaire ou sur la prise en charge psychiatrique, médicale, thérapeutique. On est là pour ça avec Judith Trinca. Judith, je vais te donner un exemple de ce à quoi moi j'étais exposée très récemment et j'espère que ça va vous permettre à vous participants de rebondir dans le chat. Je côtoie malheureusement trop le juge des enfants. Qui dit juge des enfants dit placement. Il dit placement en foyer, en famille d'accueil. Et on sait que contrairement, et vous le savez tous, vous, assistants sociaux très particulièrement, c'est que il y a un grand problème en termes de champ lexical entre ce qu'on comprend de ce qu'est le juge des enfants ou le juge des affaires familiales. Quand on parle de juge des affaires familiales dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, on parle de fixation de la résidence. Donc c'est en dur, c'est sûr, le juge des affaires familiales est compétent pour fixer la résidence des enfants. Or, le juge des affaires familiales, lui, eh bien, il peut être ressaisi assez régulièrement. Par exemple, vous signez un divorce par consentement mutuel, et ben vous pouvez ressaisir le juge des affaires familiales 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, si les conditions de vie des enfants ont changé, si vous vous remettez en couple, si votre employeur vous promet un travail dans un autre département. Bref, on peut ressaisir le juge des affaires familiales pour faire bouger les lignes de ces modalités de fixation de la résidence des enfants. Et pour le juge des enfants, vous allez voir où je veux en venir, eh bien, on parle de placement. Alors, placement, ça paraît temporaire, contrairement au terme de fixation. Donc, on a l'impression qu'un juge des enfants, même qui va placer un enfant, donc de manière temporaire a priori, étymologiquement, dans un foyer ou dans une famille d'accueil ou dans une pouponnière, parfois vous avez des tout petits, eh bien, on va pouvoir, on pense pouvoir ressaisir le juge des enfants aussi souvent que possible pour demander une main levée du placement ou un droit de visite et d'hébergement, etc. Et or, à la pratique, les placements des enfants sont souvent décidés pour des périodes au moins de 18 mois et parfois jusqu'à leur majorité quand ils sont placés, quand ils sont adolescents. Ce que je voulais vous expliquer par là, et pardonnez-moi d'avoir été un peu longue, mais c'est pour vous poser un peu le sujet, c'est que ce contentieux des enfants placés, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour nous les avocats, puisque on est là pour porter la parole de parents, alors qui souhaitent récupérer leurs enfants, qui ont fait un travail sur eux, qui essayent de collaborer, pour certains oui, d'autres non, avec les services sociaux, c'est toujours très, très difficile et très âpre. Eh bien, ces drames qui se jouent dans les cabinets des juges des enfants, pour moi, c'est extrêmement traumatisant, Judith, parce que nos clients attendent énormément de nous. Ils nous demandent à nous de faire les chevaliers blancs. Et moi, j'ai eu récemment un épisode qui m'a particulièrement traumatisée. C'est un client, alors à cause de vraiment de difficultés très compliquées, d'un divorce à l'international qui s'est mal goupillé, l'enfant était pris dans un conflit terrible entre ses parents. Il a été placé dans un foyer. Et il vivait avec son père, qu'avec son père. C'est sa mère qui avait voulu le placer dans un foyer. Et donc, le père pensait qu'il était placé pour 3 mois, 6 mois, et la juge a reconduit pour une période de 18 mois. Et on allait donc à une audience pour demander la requête, pour faire une requête. Donc, j'avais fait une requête en main levée du placement, donc pour plaider la levée du placement. Et là, le père me prend entre quatre yeux avant de rentrer chez le juge des enfants. Il sort de sa poche un petit briquet, une bouteille d'alcool. Il me dit, maître, si vous n'arrivez pas à me sortir mon enfant du foyer, je vous assure, je m'immole devant
devant le tribunal de Pontoise. Alors là, effectivement, je ne suis pas psychiatre, je ne sais pas, voilà, j'ai réagi de manière extrêmement virulente et ferme avec ce client pour lui dire monsieur, vous reprenez vos esprits, c'est hors de question, et vous ne me mettez pas cette pression. Bon, j'ai essayé de le calmer. Mais quand on est arrivé donc, dans le bureau du juge des enfants, eh bien, c'est des audiences qui peuvent durer assez longtemps, 1 heure, 2 heures. Il y a l'enfant au milieu, il y a son père, il y a sa mère, il y a les avocats de chacun, il y a l'aide sociale à l'enfance. Bref, c'est 10 adultes pour un enfant perdu au milieu. Et le juge des enfants rend sa décision tout de suite. Et donc, c'est très dur parce qu'on attend comme ça. Que va dire le juge des enfants à la fin? Et la juge des enfants a reconduit le placement de ce petit garçon de 12 ans, mais il a octroyé quand même, il y a une évolution de droit de visite du père qui a pu le voir, en tout cas, il lui a octroyé plus régulièrement. Et alors là, le père, très en colère, il s'en va, même si son droit de visite a été augmenté, son droit de visite et d'hébergement. Et je me retrouve, tout le monde s'en va, avec ce petit garçon qui va repartir avec son éducateur, qui se met à pleurer très bruyamment et qui s'accroche à mes jambes et qui me dit, à moi, l'avocate, ni à son père ni à sa mère, parce qu'il n'a pas le droit de les approcher, je veux repartir avec vous, faites quelque chose. Alors moi, je n'ai rien su faire d'autre, Judith, que de le consoler et de lui dire, est-ce que tu veux, j'ai un Kinder dans mon sac, est-ce que tu veux un Kinder, etc. Et je lui ai donné mon pauvre Kinder et je suis sortie de cette audience. Alors en rassurant mon client qui, bien heureusement, ne s'est pas immolé, mais j'étais dans un état catastrophique. J'avais un sentiment très profond d'impuissance, d'avoir plaidé la cause de mon client, en plaidant la cause de mon client, d'avoir plaidé la cause de cet enfant, mais d'être complètement impuissante face à la douleur de tous ces gens-là. Ce que je dis, excusez-moi d'avoir été longue, mais ce dossier, cette histoire le méritait parce que je pense qu'elle est très symptomatique et beaucoup d'avocats se plaignent d'être impuissants, parfois de ne servir à rien devant cette juridiction, devant le juge des enfants. Quand on ressent ces émotions-là, Judith, qui ont trait, c'est mon job, c'est mon métier. J'ai choisi, entre autres, d'exercer sur tous les contentieux qui concernent la justice des mineurs. Mais ce à quoi je suis confrontée, comme beaucoup de professionnels, je ne suis pas sûre de l'avoir suffisamment évalué, tu vois. Et donc, je me retrouve face à des choses que je n'avais pas pensées, même si je le mets dans mes écritures d'avocate, même si je sais que ça se passe comme ça. Il y a une grande différence entre savoir que ça se passe comme ça et le vivre in extenso, en face à face, avoir de l'humain, quoi, le papa, ce petit garçon face à soi. Et quels seraient les conseils que tu donnerais pour essayer de gérer ces émotions, ces traumas, parce que j'avoue, j'en ai pleuré, hein, pour vous dire les choses très, très clairement, pour gérer cette impuissance qui finalement fait partie de notre fonction, et j'en ai terminé, et parce qu'on se dit, finalement, moi je me suis dit, tu vas pas faire ta chouchotte, c'est ton métier, tu sais comment ça se passe, et tout de suite j'ai refoulé. Mais je ne sais pas si c'est la bonne solution, parce qu'on est tout le temps dans nos métiers, assistant social, j'en ai terminé, avocat, médecin du travail ou RH, c'est pas qu'on zappe, c'est qu'on est obligé de passer d'un dossier à un autre. On est surchargé de dossiers, et donc on passe d'un cas à un autre. Quand on ressent ce type d'émotion, donc traumatique, eh ben on le ravale, quoi, en quelque sorte, et on se dit, bon, voilà, j'ai rien pu faire, c'est comme ça, ou j'ai fait un peu comme j'ai pu. Et en fait, comment on fait pour gérer cette confrontation à des drames de l'existence, alors qu'on y est préparé, mais qu'en fait, la déflagration est toujours très importante. Alors, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que ça va faire écho avec, je vois aussi le chat, hein, les sorties de l'ASE à 18 ans, les sorties sèches de l'ASE, hein, etc., etc. Il y a l'impuissance, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la rage, il y a le désespoir. Enfin voilà, toutes ces émotions qu'on ressent.
le découragement, face aussi aux institutions, face aussi au manque de ressources, face aussi aux limitations qui ne sont pas forcément de notre sort, hein, parce que là, toi, voilà, tu parles de l'impuissance face à ces situations. Il y a parfois de l'impuissance aussi face à ce qui n'est pas de notre sort à nous, voilà, qui est de l'impuissance imposée, hein. Donc, je vais te répondre à la question. Je voudrais, il y a une question qui est posée: combien de temps faut-il pour que ce traumatisme soit visible? Ça peut prendre des semaines, comme ça peut prendre des mois ou des années. En fait, donc je rebondis sur cette question pour évoquer les facteurs de vulnérabilité face au traumatisme vicariant. On a chacun nos facteurs de vulnérabilité. Hem, D'abord, il faut savoir que quand on embrasse les carrières du social, du médico-social ou du médical, c'est pas par hasard. On fait pas des métiers comme ça par hasard, hein. On n'arrive pas éducateur, assistant social, psychologue ou avocat au hasard Balthazar. C'est que souvent, on a aussi une histoire particulière. Quand vous parlez avec vos collègues, vous vous rendez compte que soit c'est une histoire individuelle, soit c'est une histoire familiale ou une histoire amicale. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé, qui a fait que quelque part, vous avez eu envie d'embrasser cette carrière. Et souvent, c'est une histoire tragique ou une histoire triste. Vous avez votre frère qui est mort d'une leucémie, vous avez votre petite cousine qui a eu un accident grave, mais en tout cas, c'est des histoires humaines qui amènent à faire des métiers humains. Et donc, ça peut être un facteur formidable de résilience qui va vous amener à être un professionnel formidable, qui va avoir une résistance au trauma vicariant parce que justement, comme vous avez ces ressources à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez savoir comment gérer la souffrance de l'autre parce que c'est ce qui vous a amené à faire ce métier. Mais ça peut être aussi un facteur de vulnérabilité parce que vous êtes tellement investi dans votre métier, vous êtes tellement impliqué dans ce que vous faites, vous êtes tellement au taquet à écouter la souffrance de l'autre, etc., qu'à un moment donné, le fait d'être exposé comme ça à répétition à la souffrance, combiné à d'autres facteurs de risques psychosociaux, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes confronté à un manager pas forcément bienveillant, vous êtes confronté à une surcharge de travail qui se prolonge de manière inappropriée, vous êtes confronté à un manque chronique parce que la structure a perdu des salariés. Vous êtes confronté à des manques de ressources parce que financiers, matériels, etc., parce que la situation de l'employeur se dégrade, etc., eh bien, là, vos facteurs de résilience vont se transformer en facteurs de vulnérabilité. Et là, le traumatisme vicariant va prendre toute sa place. Et donc, combien de temps ça met à apparaître? Eh bien, ce que je vous disais, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont craquer très rapidement parce que chez eux, le traumatisme vicariant, en fonction du terrain, il va se manifester très rapidement. Et puis, il y a des personnes chez lesquelles ça va mettre des mois, voire des années à se développer parce qu'elles ont des très grandes facultés de résilience. Elles arrivent à absorber énormément de souffrance et donc ça va mettre énormément de temps pour se développer. Voilà. Il y a des personnes qui se rendent très vite compte qu'elles sont en train de développer un trauma vicariant, qui vont aller très vite chercher les ressources nécessaires pour le contrer et qui vont le bloquer très rapidement et le trauma vicariant n'aura pas le temps de se développer. Alors, que faire quand on se rend compte que le trauma vicariant est en train de se développer et qu'on doit gérer cette apparition voilà, d'ensemble de facteurs, que ce soit du lâchage parce qu'on n'en peut plus, qu'on se dit ah non, là je suis en train de péter un plomb, il faut que je m'arrête parce que voilà, c'est l'usure de compassion, j'en peux plus. Il y a des ressources individuelles, c'est-à-dire, bah, voilà, on se dit, là maintenant il faut que je m'arrête, je prenne du temps pour moi. Donc ça peut passer par, un arrêt de travail, par, la prise de congés qu'on n'a pas pris depuis très longtemps, hein. Voilà, les gens qui, ne prennent jamais de congés, et ben, tout d'un coup, ils ont 30 jours à poser, ben, vous posez vos congés. Si vous n'avez pas de congés à poser, vous prenez un arrêt de travail. Ça passe par le ressourcement, personnel, le fait de pouvoir faire des choses qui vous plaisent. On t'entend plus, Judith. On t'entend plus. On t'entend plus.
Non, toujours pas. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Mais je pense que... Alors, pendant que tu remets ton son, Judith, euh, je vais justement vous donner un point de droit, parce que vous êtes là aussi pour ça, sur la manière de valoriser au sens souffrance au travail, le trauma vicarion que vous vivez. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est surtout, à ne pas vous laisser culpabiliser par votre employeur, par votre hiérarchie, quel qu'il soit. Je m'explique. Là, le docteur Trincard nous a exposé magistralement l'équilibre entre les facteurs organisationnels qui suscitent le trauma vicariant et les facteurs liés à l'intervenant lui-même qui, de par son histoire personnelle, qui, parce qu'il ne met pas suffisamment la frontière entre dans sa relation à la personne qui l'accompagne, parce qu'il a des fragilités antérieures, parce qu'il n'a peut-être pas forcément le niveau de compétence requis, etc., eh bien, l'employeur va être susceptible de vous dire bah, écoutez, vous n'avez qu'à prendre du recul, vous n'avez qu'à mettre de l'affect dans ce que vous gérez, vous n'avez qu'à être beaucoup plus factuel dans la manière dont vous articulez la difficulté de la personne. Alors là, il faut être extrêmement clair avec votre employeur. C'est que si vous êtes face à un ressenti, mais qui n'est pas simplement un ressenti, parce que j'insiste là-dessus, c'est que souvent quand on parle de trauma vicariant, on parle de ressenti. Ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité du terrain que vous n'avez pas à accepter comme une donnée inhérente à votre cœur de métier. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renvoyer votre employeur, votre hiérarchie, la personne référente, qui va vous dire mais non, laisse tomber, c'est pas si grave, tu exagères, etc., à l'organisation du travail lui-même, qui constitue un des facteurs de harcèlement moral le plus étudié. Et parmi les caractéristiques de désorganisation au travail, la jurisprudence constante dit que on identifie très clairement les conflits de rôle, l'ambiguïté de rôle, la charge de travail ou le manque d'autonomie et les conditions physiques du travail. Qui dit manque d'autonomie dit sentiment d'impuissance. Et qui dit sentiment d'impuissance dit souvent, bah, on est au plein cœur du trauma vicariant. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous coller à la loi, et je vous l'enverrai très clairement, qui est tout ce qui est autour du harcèlement moral, sans mettre forcément le nom de harcèlement moral, mais en tout cas de prendre pour base, pour qualifier juridiquement les faits, l'organisation au travail. Et après, il y a une autre notion qui est extrêmement importante et qu'on retrouve, qui innerve tout le code du travail, c'est la notion de dignité au travail. C'est-à-dire que le trauma vicariant, c'est une absence de prise en compte de vos conditions de travail. Alors, pour pousser l'employeur à améliorer vos conditions de travail ou améliorer votre relation, en tout cas, ou la prise en charge des dossiers que vous avez, eh bien, il faut le renvoyer à cette notion de dignité qui est en permanence dans le code du travail. Et qui dit absence de dignité dit atteinte à votre intégrité physique ou psychique. Et là, je vous rappelle quelque chose, parce que vous, assistants sociaux, RH ou médecins du travail, vous êtes là pour défendre en quelque sorte, au même titre qu'un avocat, mais le cas des gens que vous rencontrez. Et vous oubliez souvent, parfois, que en fait, vous faites partie de la masse salariale ou que vous faites partie de la fonction publique au sein de laquelle vous exercez. Ce qui fait que vous bénéficiez, au même titre que les personnes que vous accompagnez, des règles fondamentales du droit du travail, à savoir que l'employeur a une responsabilité qui concerne un total, qui concerne la sécurité physique et psychique de ses salariés ou des agents, et que cette responsabilité, c'est une obligation
de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyens. C'est-à-dire que cette sécurité concernant votre santé physique et psychique, votre employeur vous la doit, au même titre que les autres salariés. Il ne peut pas s'abriter derrière le fait que vous exercez une fonction qui est confrontée à des cas relativement dramatiques. Et il ne peut encore moins, ça c'est il ne peut pas s'abriter derrière ce facteur organisationnel en disant bah, ça fait partie de votre fonction, vous avez accepté, ça fait partie de votre mission, ça fait partie en quelque sorte de votre fiche de poste. Il peut encore moins vous renvoyer à votre vie privée. Il peut encore moins vous dire oui, mais Madame X ou Monsieur Y, est-ce que vous n'êtes pas en même temps en train de vivre un divorce, une séparation, vous êtes particulièrement fragilisé? Est-ce que vous n'êtes pas en dépression? Est-ce que vous mettez suffisamment la frontière avec les gens que vous accompagnez? Et là, il faut être très vigilant à ce type de remarques, parce que typiquement, c'est le type de remarque qui peut conduire à un licenciement. C'est-à-dire que la personne peut, en tout cas l'employeur, la structure dans laquelle vous exercez, peut mettre en avant qu'il a là une cause réelle et sérieuse de mettre fin à votre contrat de travail parce que vous n'assumez pas avec suffisamment de distance votre travail, vous prenez trop à cœur, vous êtes trop lanceur ou lanceuse d'alerte sur certains dossiers, vous manifestez trop votre insatisfaction et donc ça, il faut le refuser, mais vraiment extrêmement clairement, il faut refuser donc les arguments, je le répète parce que c'est très important, qui ont trait à une définition organisationnelle ou en tout cas votre fiche de poste, entendue de manière extrêmement large et encore moins à des facteurs qui relèvent, on va dire, de votre subjectivité ou de manière d'exercer votre profession, sauf si bien évidemment vous l'exercez sans discernement absolu. On a eu des cas rares, par exemple si vous êtes assistant social et que vous allez héberger chez vous une femme victime de violences conjugales pour laquelle vous n'avez pas trouvé de place en foyer, c'est entre guillemets à vos risques et périls si le conjoint de cette dame vient taper à votre porte pour récupérer sa femme et ses enfants. Vous ne pouvez pas dire que vous avez hébergé cette femme dans le cadre de votre travail ou que le stress que vous a occasionné l'intrusion de ce conjoint violent à votre domicile où vous avez hébergé en cachette, en tout cas vous avez essayé de le faire, cette femme est victime de violence conjugale et ses enfants, eh bien ce n'est pas un accident de travail du tout. Donc, bien évidemment, bon là, je vous prends un cas extrêmement caricatural, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à part des cas très paroxystiques, comme aller vraiment bien au-delà de sa mission, de son contrat de travail, eh bien, vous êtes tout à fait protégé par le Code du travail, au même titre que les autres salariés. Et le trauma vicariant, comme on l'a dit au départ avec le docteur Trincard, il ne faut pas l'entendre comme étant un trauma secondaire, un trauma par destination, même si c'est cette définition, mais c'est quelque chose qui est vraiment vécu chez vous en tant que professionnel. Alors, je dis, je ne sais pas si le son est revenu. Non. J'espère que ça va revenir. Non. Peut-être si tu veux sortir et re-rentrer, peut-être. Voilà, très bien. Bon, alors les aléas de la technique, mais ça n'est pas bien grave. Je vais prendre le relais. Alors, je rebondis. C'est pour ça que je prends le commentaire de Catherine dans le chat pour aller encore plus loin que ce que je viens de dire. Vous dites, Catherine, que certains interlocuteurs pensent que vous êtes là pour ça, donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire la définition de poste. Judith? Oui. Eh ben c'est parfait, le son est revenu. Je réponds juste à la question de Catherine et on va clôturer ce webinaire. Donc, j'ai pris appui sur votre commentaire, Catherine, pour déployer voilà, mon exposé sur la partie juridique. Et vous dites aussi que pour les assistants sociaux collectifs sur des secteurs, c'est le collectif qui propose des réunions régulatrices,
Quand on est seul, on peut mettre en place une supervision, mais c'est pas facile de trouver le bon interlocuteur. Effectivement, vous avez souvent les groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui servent de sas, de sécurité, on va dire, pour poser son sac quelque part. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup dans ces groupes d'analyse de pratiques professionnelles, c'est que ça se fait à côté, en quelque sorte, de l'employeur, comme si ça ne concernait pas vraiment l'employeur et ça ne concernait que le ressenti, c'est-à-dire ressenti, facteur inhérent au professionnel lui-même, ou des facteurs organisationnels, c'est-à-dire liés à la fonction, et l'employeur ne va pas forcément, en tout cas votre environnement professionnel, ne prendra pas forcément en compte ce que vous vivez. Alors, je dis, quelles sont les solutions en termes d'interaction avec son environnement professionnel pour lutter contre ce trauma vicariant? Mais ma question, elle se veut, on va dire, large, collective, pas personnelle. Alors peut-être que tu peux d'abord, et tu as commencé à le faire, dire comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ce trauma vicariant, et comment est-ce qu'on peut porter sa voix avec celle de ses collègues quand on est collectivement confronté à ce traumatisme vicariant. Alors en fait, vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, le trauma vicariant, c'est un des risques psychosociaux et c'est pas un risque psychosocial qui est imputable à l'employeur ou à la structure en eux-mêmes. C'est un risque psychosocial qui est induit par le type de public que l'on prend en charge, c'est-à-dire des gens en souffrance. Et ça, on ne peut pas l'éliminer, la souffrance du public qu'on reçoit, on ne peut pas l'éliminer. Si après, il y a d'autres types de risques psychosociaux qui sont en rapport avec la structure elle-même ou avec l'organisation, les risques structurels, on pourra agir sur ces risques-là, ça c'est clair. Mais j'avais commencé à dire effectivement sur le plan individuel, qu'il y a des choses qu'on peut, sur lesquelles on peut agir, hein, le fait de reprendre soin de soi, savoir s'écouter et cetera, ça, c'est des choses que l'on peut faire. Et c'est de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de soi-même, pour comprendre pourquoi, le traumatisme vicariant a pu, prendre racine à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on a des facteurs de vulnérabilité sur lesquels on peut agir? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées, antérieurement qui ont pu nous conduire à ce que le traumatisme vicariant ait pu nous atteindre? Et puis ensuite, voilà, redécouvrir des choses, qu'on aime faire, des activités sportives, des activités musicales, des choses qui peuvent nous déstresser, nous aider à nous éloigner de la souffrance ressentie. Si nécessaire, évidemment, bien sûr, une prise en charge, psychologique, peut être, utile, pour essayer d'analyser les choses, de les comprendre. Ensuite, l'interaction avec le groupe, professionnel, bien sûr. C'est clair que quand on a, possibilité d'avoir une interactivité avec les collègues, de pouvoir parler des situations, de pouvoir analyser ce qui se fait à l'intérieur et cetera. Donc ça, c'est des choses importantes aussi, hein, moi, quand j'étais médecin légiste, on avait la possibilité de discuter avec nos collègues médecins, avec les collègues secrétaires, avec les collègues juristes, avec les collègues psychologues. Quand il y avait des situations qui auraient été vraiment trop, trop lourdes avec certaines des personnes qu'on prenait en charge, le fait de pouvoir fragmenter la souffrance perçue, ça permettait aussi que ça soit moins lourd à porter. Après, bah, évidemment, il y a les solutions collectives qui ont été évoquées en chat et puis par toi. Donc, les groupes d'analyse de pratique, ça, c'est sur le plan professionnel. Alors, comme tu dis, c'est à côté, mais ça peut aussi quand même remettre en question le fait le fait d'être confronté à la souffrance en permanence et de savoir si effectivement l'entreprise, la structure ou l'employeur permet de gérer les autres types de risques psychosociaux qui sont à côté du trauma vicariant. Est-ce que l'entreprise peut mettre en place des solutions pour d'autres choses qui se surajoutent au trauma vicariant? Bien sûr, la structure, elle pourra pas toujours, elle pourra pas supprimer ce qui est de la souffrance apportée, du public reçu, et cetera. Si on travaille aux urgences, il est évident que l'hôpital, il pourra pas supprimer la souffrance physique ou psychologique des patients qui sont reçus aux urgences, ça c'est évident.
Par contre, est-ce que les plannings sont bien organisés? Est-ce que la rotation des personnels, elle se fait de façon efficace? Est-ce que les horaires proposés ne sont pas trop contraignants? Est-ce que les gardes se font de façon correcte, etc. Les groupes d'analyse de pratique, ça peut permettre de pouvoir suppléer à ce qui revient au traumatisme vicariant. Et puis, comme il a été évoqué, il y a aussi les supervisions qui peuvent permettre là d'échanger vraiment sur ce qui revient au traumatisme vicariant et de permettre à la personne en souffrance de dire stop, stop, là je suis en train de plus en pouvoir et il va falloir faire quelque chose parce que la souffrance, elle devient de plus en plus dure à gérer et pour moi, ça devient insupportable. Je t'entends plus, Judith. Je t'entends plus. Voilà, là c'est bon, le son est revenu. Merci beaucoup Judith, c'était extrêmement clair. Alors on est parfait dans le timing. Je vais conclure à mon tour. Ce à quoi moi je vous invite, parce qu'on donne toujours comment dire, des outils très pratico-pratiques lors de ces webinaires. Le trauma vicariant, vous l'avez compris, magistralement exposé par Judith Trincart, c'est un trauma qui est polymorphe, il a plein de visages, il est à la fois organisationnel, il peut venir du plus profond de soi-même, de sa trajectoire personnelle ou de son ressenti. Il n'est pas considéré simplement comme un traumatisme secondaire ou inhérent à la profession, c'est quelque chose qui doit être prévu. Et c'est pour ça que je vous invite, vous, assistants sociaux RH et médecins du travail qui nous écoutez aujourd'hui, vraiment d'agir en mode préventif, c'est-à-dire à ne pas arriver à des cas de rupture et qui, comme on l'a dit, ne sont pas des burn-out simples, mais qui peuvent vraiment être extrêmement impactants. Sans compter que quand vous avez un professionnel dans un service qui craque, ça fait souvent un effet pour tout le reste du service, extrêmement, là aussi, on va dire, c'est un sorte de traumatisme tertiaire, c'est-à-dire c'est voilà, une sorte de traumatisme en chaîne, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette collègue ne va pas, etc. Je vais vous donner un dernier petit exemple pour conclure et pour vous dire ce qu'un avocat peut faire dans le cadre d'une prévention. Vous, à titre de prévention, vous avez les groupes d'analyse de pratique qui sont très bien, vous avez la supervision, vous avez des moyens, le sport, la danse, la musique, les sorties, le théâtre, toute forme d'expression qui peut vous sortir un peu de votre sphère professionnelle. Et vous avez surtout la possibilité d'alerter votre employeur sur vos conditions de travail parce que l'employeur a une responsabilité de plein droit qui concerne votre sécurité physique et psychique au même titre que les autres salariés. C'est très, très important, surtout ne pas minimiser cet aspect-là. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous êtes face à un cas complexe, de ne pas le porter toute seule ou tout seul, mais de vous faire accompagner d'autres de vos collègues qui vont porter votre voix, soit parce qu'ils vivent la même chose, soit parce qu'ils sont des sortes soit parce qu'ils vivent la même chose, soit parce qu'ils ont été témoins de votre détresse face à tel ou tel cas. Et il ne faut pas hésiter parce qu'il faut le faire et pour soi et pour les autres, parce que ce sont souvent des cas qui vont faire, on va dire, en quelque sorte, jurisprudence interne et vont permettre à la structure au sein de laquelle vous travaillez, de mieux traiter à l'avenir ce type de problématique. Donc, n'hésitez pas à employer des termes issus du code du travail, de parler d'atteinte à votre intégrité physique et psychique, de parler de vos conditions de travail, de parler de stresseurs professionnels, de parler d'atteinte à votre dignité. Et vous êtes sûr qu'en mettant ces termes-là, plus vous pouvez citer un ou deux articles du Code du travail que je vous enverrai, eh bien, vous allez donner du poids à votre courrier et si vous ne l'envoyez pas seul, envoyez-le à plusieurs. Ça, c'est le premier, dans la boîte à outils, première solution. La deuxième solution, c'est que parfois vos fiches de poste sont beaucoup trop larges. Exemple concret que je tiens à vous donner en conclusion, une assistante sociale qui doit aller voir un salarié qui n'a pas donné signe de vie depuis quelques semaines, qui doit aller à son domicile. Elle n'est pas psychologue, elle n'est pas GIGN, elle n'est pas le RAID. Et moi, j'ai eu quelques assistantes sociales, j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion d'autres webinaires, qui, quand on ouvre la porte, elles étaient face à des corps, à des gens qui étaient déjà morts, qui s'étaient suicidés, ou alors à des gens, quand elles arrivaient, et ça arrive à des très jeunes assistantes sociales fraîchement sorties des écoles, qui arrivaient un jour, et le monsieur a sauté par la fenêtre, et qui s'est scarifié devant elle et après a sauté par la fenêtre. Et donc, elle était très, très traumatisée. Ce qui était incroyable, c'est que les personnes qui sont venues
assister cette personne qui heureusement n'est pas morte et qui a pu être sauvée, eh ben, le médecin du travail qui est arrivé sur place, certains psychologues, etc., eux ont été pris en charge par la structure, mais l'assistante sociale qui n'était pas du tout préparée à voir la mort en direct, eh bien, elle, on l'a oubliée, voilà, parce qu'on a estimé que ça faisait partie de sa fiche de poste. Or, que je sache, ce n'est pas intégré dans une fiche de poste qu'un assistant social peut ou doit être confronté éventuellement à des cas extrêmes de vie ou de mort ou de mise en danger de la vie d'autrui auxquels il ou elle pourrait être confronté. Donc, dans des cas comme ça, même s'ils sont rares, je vous invite, vous, assistants sociaux, encore une fois, à solliciter, soit avec votre service, soit via un cabinet avocat. Nous, on l'a fait, je vous ai mis le lien vers les rendez-vous en ligne. N'hésitez pas, et vous avez mon mail d'ailleurs que vous connaissez, judith@buchinger-rubin.com, à demander l'aide d'un avocat pour porter votre voix et pour que vos fiches de poste, vos missions, ou soit mieux rédigées, soit amendées, ou alors qu'il y ait une circulaire interne si vraiment il y a un problème organisationnel de masse. Mais parfois, l'intervention d'un avocat peut être importante en ce sens qu'il va porter la voix de tout un service qui est confronté de manière régulière ou pas, d'ailleurs même si c'est exceptionnel, à des situations auxquelles il ne devrait jamais être confronté. En matière de reconnaissance, et j'en terminerai là-dessus, Catherine, vous demandez voilà, comment est-ce qu'on peut faire reconnaître ce trauma vicariant. Alors, on peut faire le reconnaître, comme je vous l'ai dit, auprès de l'employeur à titre préventif, en espérant qu'il fasse son travail. Mais effectivement, vous pouvez, dans certains cas très extrêmes, quand vous voyez que ça n'a pas du tout été reconnu, vous pouvez quitter votre poste. J'ai eu des assistants sociaux, des médecins du travail qui ont quitté leur poste du jour au lendemain, voilà, qui n'ont même pas démissionné, on va dire officiellement, mais qui ont quitté leur poste. Et dans ce cas-là, il faut faire très, très, très rapidement ce qu'on appelle une rupture d'acte qui va être transformée en risques psychosociaux en dur devant le Conseil des prud'hommes. Mais pour ça, il faut vraiment avoir un contexte professionnel extrêmement stressant et surtout, il faut avoir un contexte professionnel pour lequel vous avez alerté votre employeur et pour lequel il n'a pas donné de réponse à vos demandes. Donc, attention à quitter comme ça un peu votre poste du jour au lendemain. Vous pouvez après aller devant les prud'hommes, mais il faut faire une procédure très spécifique qui s'appelle la prise d'acte de la rupture du contrat du travail. En dehors de ces cas-là, pour répondre à la question de Catherine, comment est-ce que ça peut être reconnu par l'assurance maladie? Effectivement, là, vous rentrez exactement, Catherine, on peut faire un droit de retrait, ça c'est certain, pour faire bouger aussi l'employeur. Il vaut mieux être accompagné par d'autres collègues. Et pour que ce soit reconnu par l'assurance maladie, eh bien, effectivement, là, vous rentrez dans le lot commun, je dirais, de toute la législation qui relève de l'inaptitude. Parce que l'idée, c'est comme un burn-out ou un harcèlement moral, ou physique, ou sexuel, ou physique, ou une discrimination qui a porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qui va la rendre inapte à son poste. Et il faut faire qualifier cette inaptitude comme étant une inaptitude d'ordre professionnel. Mais je vous déconseille de faire ça parce que c'est vraiment le parcours du combattant, sauf si vraiment vous voulez bénéficier du régime protecteur d'assurance maladie. Mais sur le plan psychologique, j'ai constaté que les RH ou les assistants sociaux qui avaient fait ce type de démarche se sentaient vraiment exclus de leur corps de métier. Et je ne sais pas, entre la revendication judiciaire ou sur le plan administratif et la poursuite sereine ou tourner la page et aller dans une autre structure professionnelle, comme quelqu'un le disait d'ailleurs dans le chat, que quelqu'un n'en pouvait plus d'avoir à faire face aux enfants, notamment dans le cas de la juridiction des mineurs, eh ben, il ou elle a changé de contexte professionnel. Moi, c'est ce que je vous conseille à faire, parce qu'il y a un prix à payer à toutes ces démarches en termes d'inaptitude professionnelle. Et enfin, vous dire que notamment avec Judith Trinquart, et je te laisserai vraiment le dernier mot de la fin, Judith, on a formalisé ce qu'on fait au travers des webinaires depuis maintenant presque 2 ans,
Voilà, à savoir que on a un réseau d'experts autour de nous, dont Judith Trincart, qui est une figure phare de notre réseau, et on se tient à votre disposition pour animer éventuellement des formations, des cercles de parole, des conférences sur ce sujet-là dans vos structures respectives. Et vous avez le lien dans le chat qui s'appelle toutdroit.fr, qui est au-delà donc du site du cabinet Buchin-Gérubin que vous connaissez, pour lequel vous avez l'inscription au webinaire, vous avez toute une bibliothèque virtuelle dans laquelle vous pouvez piocher la législation, des podcasts, le replay, les documents incontournables. Eh bien, ce site tout droit se veut être l'émanation, on va dire, à 360 degrés des webinaires pour vous offrir, parce qu'on a beaucoup de demandes maintenant, chez vous en interne, un regard, des interventions diverses et variées avec des formats très, très diversifiés sur cette question-là du trauma vicariant. Et puisque vous avez été très nombreux à vous inscrire, peut-être qu'on pourrait réfléchir ensemble. N'hésitez pas à me contacter et on pourra éventuellement réfléchir à des interactions ou des actions à mener avec le docteur Trincart. Mais n'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le docteur Trincart et moi, et qui touche beaucoup de professions, dont la mienne. Et donc, je serais très intéressée, encore une fois, à creuser toutes les émanations du trauma vicariant et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour le contenir, pour le résoudre, pour le mettre en lumière au sein du droit du travail. Toutes les informations présentées, la grille dont le docteur Trincart vous a parlé, les éléments du droit du travail, je vais vous les envoyer sur votre mail. D'ailleurs, je suis en retard de quelques envois des précédents webinaires, mais vous allez les avoir non seulement par mail, et vous les aurez aussi sur le site du cabinet Buchin-Gérubin, à l'onglet « Lire, voir et entendre », et vous retrouverez le webinaire du trauma vicariant dans l'onglet enjeux sociétaux. Voilà. J'ai été un peu longue, mais c'était important de vous donner les clés juridiques et judiciaires pour vous défendre. En tout cas, surtout de manière préventive et éventuellement sur le plan judiciaire. Mais n'hésitez pas à contacter un avocat. Si vous voulez quitter votre employeur parce que vous n'en pouvez plus, ne vous contentez pas de dire « je n'en peux plus et je pars ». Contactez un avocat parce que ça peut avoir énormément de conséquences sur vos droits au chômage ou sur votre capacité de rebondir dans une autre structure professionnelle. Judith, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux appuyer sur quelque chose que tu as déjà dit ou si tu veux nous dire quelque chose que tu ne nous aurais pas encore dit. Voilà, la parole est à toi. Non, je voulais juste réappuyer sur le fait que le traumatisme vicariant, ça n'est pas une fatalité, qu'il faut bien avoir en tête que quand on touche à ces métiers du social, assistante sociale, éducateur, ressources humaines, médecin du travail, c'est vraiment un facteur de risque psychosocial auquel on est particulièrement exposé, parce que ce sont ces métiers-là qui sont particulièrement exposés à ce RPS. Il faut savoir que ça peut prendre de quelques semaines à plusieurs années pour se développer, et que si on se rend compte un jour qu'effectivement on est saturé de la souffrance d'autrui, il y a des solutions, c'est pas une fatalité. Comme tu as bien expliqué, il y a les solutions juridiques, il y a aussi les solutions face au système de soins. Ça peut être pris en charge, donc il faut pas s'arracher les cheveux en se disant ça y est, c'est fini, j'en peux plus, ça me sort par les trous de nez, ça me sort par les oreilles et je pourrai plus jamais exercer mon métier sereinement. Il y a des solutions pour s'en sortir, il faut s'en servir et les choses peuvent s'arranger. Merci beaucoup, Judith. Et vous dire que la semaine prochaine, une autre thématique très passionnante et qui vous concerne, vous, assistants sociaux, tout particulièrement, c'est la problématique du signalement. Voilà, des enjeux du signalement. Le signalement qui est au cœur du débat, notamment pour les médecins. Ça a été sous les feux de l'actualité récemment. Est-ce qu'un médecin peut signaler ou pas? Quel risque est-ce qu'il prend? Et pareil pour les assistants sociaux. Donc, n'hésitez pas, on aura aussi un webinaire très intéressant sur tout ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement avant les vacances, tout le contentieux
autour des vacances avec les nouveaux conjoints, avec les grands-parents, avec les tiers à la procédure, avec la parole des enfants, etc. Donc, ça va être aussi très intéressant à écouter. On aura aussi une autre thématique sur tout ce qui concerne la prestation compensatoire. Est-ce que c'est le prix de la douleur du divorce à payer ou à faire évaluer? Et on terminera par un webinaire sur la crise de sens au travail. Comment est-ce que ça s'articule? Et donc voilà, autant de sujets qui font votre cœur de métier et que je vous invite à suivre. Je vous souhaite une très, très bonne après-midi. Je vous remercie de nous avoir suivis si nombreux. Le docteur Trinquart et moi-même, on est à votre disposition. On se nourrit beaucoup, et je le dis sans démagogie aucune, de tous les échanges qu'on a avec vous. En tout cas, moi, en tant qu'avocate, je me nourris beaucoup des échanges que je peux avoir avec vous. Ça nourrit non seulement ma pratique professionnelle, mes écritures, et aussi ça booste les chances de réussite de mes dossiers. Donc merci encore de votre présence, vos partages d'expérience et de votre confiance. Merci Judith, à bientôt. À bientôt.